Brad Pitt a 62 ans. Et depuis des décennies, il traverse Hollywood avec cette façon particulière de se taire quand tout le monde commente. Il a laissé les tapis rouges parler à sa place, les images faire le travail, les rumeurs gonfler, puis retomber. Mais il y a des silences qui vieillissent mal, et celui-ci, précisément, revient comme une dette intime. En face, il y a Johnny Depp, né la même année, devenu à force d'excentricité, de charisme et de fractures publiques, une figure autant aimée que disputée. Un acteur dont la carrière a souvent ressemblé à une fuite en avant et dont la vie privée s'est retrouvée un jour disséquée à ciel ouvert. Le procès en diffamation face à Amber Heard en Virginie a marqué un point de bascule mondial. 6 semaines d'audience, un verdict rendu le 1er juin 2022, des millions en dommages et intérêts et une bataille d'images devenue planétaire. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi Brad Pitt, à cet âge précis, choisirait-il enfin de prononcer ce mot respect à propos de Johnny Depp ? Parce qu'à 62 ans, on cesse parfois de jouer pour la foule. On commence à parler pour soi. Et surtout, parce qu'une époque a changé de ton. On ne regarde plus les icônes comme avant. On les auditionne, on les juge, on les classe. Un procès peut effacer des années de cinéma ou les figer dans une posture éternelle. Brad Pitt et Johnny Depp n'ont jamais été le duo officiel, la bromance vendue en couverture. Ils appartiennent pourtant à la même génération, celle qui a appris à survivre sous des flashs, mais sans manuel, sans pédagogie, sans droit à l'erreur. L'un a construit une image de maîtrise, de retenue, parfois d'élégance silencieuse. L'autre a souvent incarné la déchirure, l'instinct, l'excès, puis la chute, puis la reconquête. Et quand Hollywood se met à compter les fautes, il reste une question que personne ne pose franchement. Qu'est-ce qu'un homme respecte chez un autre homme quand tout le reste s'effondre ? Ce que Brad Pitt s'apprêterait à dire, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un soutien de circonstance. C'est plus risqué que ça. Parce que prononcer respect aujourd'hui, c'est s'exposer à être sommé de justifier, de prouver, de choisir un camp. Or, le respect, le vrai, n'obéit pas toujours au camp. Il naît parfois de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris trop tard, de ce qu'on n'a jamais osé formuler. Mais de quel respect parle-t-on exactement ? Celui de l'artiste ou celui de l'homme ? Qu'a-t-il vu, Brad Pitt, que le public n'a jamais vu ? Et si ce silence brisé n'était pas un hommage, mais le début d'une vérité plus inconfortable ? Ils se ressemblent plus qu'ils ne le diront jamais. 2 garçons nés en 1963, propulsés trop tôt dans un monde qui adore avaler les visages, puis les recracher. La première image objective, où leur trajectoire se frôle, n'a rien d'un grand dîner mondain. C'est une série télé, un plateau, une industrie qui tourne vite. En 1988, Johnny Depp est déjà l'un des jeunes piliers de 21 Jump Street, cette fiction policière destinée à un public adolescent, tournée à Vancouver, est devenue un tremplin pour toute une génération. À ce moment-là, le nom Depp commence à circuler au-delà des fans. Il a ce mélange rare de présence et de retrait, cette façon d'être là sans paraître demander l'attention. Brad Pitt, lui, n'est pas encore Brad Pitt. Il est un visage de passage, un acteur en quête de repères, qui accepte les rôles comme on ramasse des preuves d'existence. Et il apparaît dans un épisode précis, saison 2, épisode 20, Best Years of Your Life, diffusé le 1er mai 1988, où il est crédité au casting. On se figure souvent les rencontres comme une scène écrite. 2 regards, une phrase, une promesse. La réalité, surtout à cet âge-là, est moins romantique et plus professionnelle. Elle se fait dans un couloir, dans le bruit d'une équipe technique, dans cette minute où l'on attend que la caméra soit prête. Et c'est là que leur histoire commence, dans une proximité sans cérémonie. Brad arrive comme on arrive quand on n'a pas encore de place réservée. Il observe, il écoute. Il essaie de ne pas gêner. Johnny, lui, appartient déjà au décor. C'est la série, l'équipe, la continuité. Mais ce qui frappe quand on reconstitue ce type de plateau, c'est que les hiérarchies ne sont jamais totalement visibles. Parce que la célébrité naissante ne protège de rien, ni du stress, ni de l'incertitude, ni de la fatigue. Ce jour-là, ou cette période-là, il y a, pour Brad, quelque chose de très simple à comprendre. Depp n'a pas l'arrogance du « je suis arrivé ». Il a plutôt ce réflexe des gens qui se savent regarder de trop près, rester en mouvement, rester insaisissable. Et Pitt, qui n'est pas encore l'acteur mondial, repère cela immédiatement. Il reconnaît le mécanisme, pas une posture, un instinct de survie. Mais alors, qu'est-ce qu'ils se disent ? Probablement pas grand-chose de spectaculaire. Et c'est justement ce qui compte.
Sur un tournage, on ne se confie pas, on s'évalue, on se respecte ou on s'ignore. On sent très vite si l'autre joue un rôle en dehors de la caméra. Depp, à cette époque, porte déjà l'idée qu'un acteur peut refuser d'être un produit, même quand l'industrie voudrait en faire une affiche. Et Pitt, même s'il n'a pas encore les moyens de refuser, comprend la force de cette attitude. Pourtant, la rencontre, la vraie, n'est pas seulement un instant. C'est une accumulation de micro-instants. Après 21 Jump Street, leur vie entre dans la même zone, celle des jeunes hommes que tout Hollywood commence à convoiter. Depp s'oriente vers des choix plus excentriques, plus risqués, qui construisent une identité d'acteur singulière. Pitt, lui, va bientôt franchir un seuil où son visage devient un phénomène culturel et où l'on attendra de lui qu'il soit une image avant d'être un homme. Ce qui les rapproche, au fond, n'est pas le même film, ni la même école, ni le même clan. C'est la même sensation d'être observé. Et cette sensation a un effet particulier. Elle rend les liens plus discrets, plus privés. Quand on est en train de devenir, on se méfie des amitiés trop visibles, on se protège. Alors ils font ce que font souvent ceux qui vivent sous pression. Ils se croisent, ils se saluent, ils se reconnaissent. Ils gardent une distance saine et, sans le formuler, ils enregistrent l'essentiel. L'autre n'est pas un ennemi. L'autre sait. L'autre comprend. Ce soir-là, ou ces soirs-là, au fil des années, le respect se construit exactement comme ça. Sans déclaration, sans caméra, sans grand discours. Juste par une cohérence, un comportement, une manière de tenir debout quand tout pousse à jouer un personnage. Et c'est peut-être pour cela que des décennies plus tard, Brad Pitt parlerait enfin. Parce que la première rencontre n'a pas été un moment brillant. Elle a été un moment vrai. Et que les moments vrais, même minuscules, finissent toujours par réclamer leurs mots. Ce qui frappe, quand on regarde leur trajectoire au ralenti, c'est la vitesse. Pas la vitesse glamour, celle des flashs, la vitesse intérieure, celle d'une carrière qui vous dépasse avant même que vous ayez le temps de comprendre qui vous êtes. Pour Johnny Depp, les années de gloire commencent presque comme une contradiction. Il aurait pu rester d'icône télé de 21 Jump Street, le visage sûr, le produit prêt à l'emploi. Mais très tôt, il dévie. Il choisit l'étrange, le fragile, l'inclassable. En 1990, Edward Scissorhands installe une silhouette. Un héros qui ne parle pas beaucoup, qui observe, qui subit, qui aime sans savoir comment le dire. Et soudain, l'acteur devient autre chose qu'un beau garçon. Il devient un langage. Brad Pitt, de son côté, prend la vague là où elle est la plus brutale, l'image. En 1991, Thelma et Louise fait de lui un choc populaire, un visage immédiatement mythifié. Le monde retient une scène, une allure, une insolence, et lui comprend très vite le piège. Être désiré, c'est aussi être enfermé. Ils avancent donc dans la même décennie, mais pas sur la même ligne. Depp s'échappe par le personnage, Pitt tente de survivre à sa propre projection. Et pourtant, au milieu des années 90, leurs noms finissent par se retrouver dans la même phrase, les nouveaux grands. Pas seulement des stars, des acteurs capables de tenir un film, de porter un récit, de déplacer une époque. Chez Brad Pitt, cette montée en puissance devient irréversible quand il s'associe à une autre forme de noirceur. 1995, Seven. Le thriller est un succès critique et public, et le film accumule nominations et récompenses dans plusieurs circuits. Pitt n'est plus seulement une présence photogénique, il devient une intensité, une tension nerveuse, un acteur qui accepte d'être abîmé à l'écran. Puis, 1999, Fight Club. Même quand le film divise, il fixe une génération. Et Pitt, lui, s'installe dans un statut paradoxal. Star mondiale, mais star de l'inconfort. Chez Johnny Depp, la gloire suit une route plus sinueuse, presque artisanale. Il alterne les projets, cultive une étrangeté qui le rend à la fois proche et insaisissable. Et puis arrive 2003, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Là, Depp fait quelque chose de rare. Il invente un personnage populaire sans renoncer à sa bizarrerie. Jack Sparrow devient un phénomène culturel et il reçoit pour cette performance une reconnaissance majeure allant jusqu'aux grandes nominations. Il y a un moment précis où la gloire change de nature, quand elle n'est plus un succès, mais une surveillance. À partir de là, on ne leur demande plus seulement de jouer, on leur demande d'être cohérents, d'être exemplaires, d'être lisibles. Et c'est là que leur fraternité silencieuse, celle d'hommes de la même génération, prend son sens. Parce qu'ils savent ce que ça coûte. Depp paye cette gloire en devenant un symbole.
Pour certains, il incarne la liberté artistique, pour d'autres, l'excès. Pitt, lui, paye en devenant une image officielle. On le veut stable, maîtrisé, parfait. Mais lui-même, dans certaines prises de parole sur ses débuts, laisse comprendre qu'il n'a jamais été totalement à l'aise avec l'idée de devenir une icône fabriquée qu'il a dû apprendre très tôt à respirer à l'intérieur d'un rôle social permanent. Mais alors, qu'est-ce que cela crée entre eux? Pas une amitié exposée, plutôt une reconnaissance mutuelle. Le respect parfois ne naît pas d'une proximité quotidienne, il naît d'un constat. Toi aussi tu tiens. Toi aussi tu avances dans un couloir où tout le monde veut un morceau. Et il y a un détail important. Leur gloire ne repose pas sur la même mécanique. Depp s'impose par la transformation, par le masque, par la prise de risque permanente du personnage. Pitt s'impose par le combat avec l'image, par la capacité à renverser son propre statut de star en matière dramatique. C'est peut-être là, déjà, que se niche le respect jamais dit, dans le fait d'avoir compris que l'autre faisait un travail que personne ne voyait, un travail invisible. L'effort de rester acteur quand le monde vous transforme en symbole. Mais pourtant, les années de gloire portent toujours une faille à l'intérieur. Parce que la gloire n'additionne pas seulement des succès, elle accumule aussi des exigences, des attentes, des pièges. Et à force de monter, il arrive un point où l'on ne sait plus très bien ce qui se fissure en premier. La carrière, l'entourage ou l'homme. Il y a un moment où la gloire cesse d'être une montée. Elle devient une usure. On ne la voit pas tout de suite, cette fissure. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas de titre. Elle s'installe dans les détails, le regard des autres qui change, l'équipe qui ne vous parle plus comme avant, les phrases qu'on ne dit plus, parce que tout peut être repris, tordu, vendu. Chez Brad Pitt, la fissure s'appelle d'abord l'image. On le voulait stable, lumineux, impeccable. Et plus on l'admirait, plus la place devenait étroite. Il l'a dit sans romantiser. Il y a eu la boisson, l'excès, puis l'idée qu'il fallait s'arrêter parce que ça allait trop loin. Dans un entretien de 2017, il raconte cette période comme un point de rupture intime, la sensation d'avoir perdu le contrôle et le besoin de redevenir un homme avant de rester une star. Mais alors, comment un acteur fait-il pour tenir quand sa vie privée devient un dossier public? En 2016, Angelina Jolie dépose une demande de divorce. La date est devenue un repère médiatique, presque une balise. 19 septembre 2016. Et tout ce qu'ici ressemble à une spirale, procédure, tension, et ce sentiment que désormais, chaque chose est susceptible d'être interprétée. Des années plus tard, certains éléments de cette période continuent d'alimenter des combats juridiques autour de documents et d'allégations liés à un incident lors d'un vol en 2016. Signe que la fissure n'a pas seulement touché un couple, mais un système entier de réputation. Et pendant que l'opinion s'agite, Pitt fait quelque chose de rare. Il cherche de l'aide là où il n'y a pas de caméra. Il évoque son passage par les Alcoholics Anonymous, le caractère structurant de cette expérience, et même cette idée très brute « j'avais besoin d'être rebooté », qu'il a reprise plus récemment dans une conversation publique. Chez lui, la fissure n'est donc pas seulement sentimentale, elle est existentielle. Quand la famille, la réputation et la maîtrise de soi s'effritent en même temps, il ne reste qu'une question. Qui parle à votre place? Chez Johnny Depp, la fissure est d'une autre nature. Elle touche le récit. Depp a longtemps contrôlé son mystère. Puis un jour, ce mystère se transforme en dossier judiciaire, en polémique mondiale, en guerre de version. Avant même le procès américain de 2022, il y a eu le choc britannique. En novembre 2020, la Haute Cour à Londres rend un jugement défavorable à Depp dans son action en diffamation contre The Sun. Le juge conclut que les accusations examinées sont substantiellement vraies, selon le standard civil. Et en 2021, sa demande d'appel est rejetée. Mais alors, que devient un acteur quand le monde n'attend plus ses films, mais sa chute? Ce qui se fissure chez Depp, c'est le contrat tacite entre star et public. Tu es un mythe, on ne te regarde pas de trop près. À partir de là, tout change. Son nom circule moins dans les rubriques cinéma que dans les rubriques justice. Et en 2022, l'Amérique devient le théâtre d'un procès en diffamation suivi en direct. Du 11 avril au 1er juin, verdict, dommages et intérêts, puis plus tard, un accord qui clôt la procédure d'appel. À ce stade, la fissure n'est plus une fêlure, c'est une fracture, visible, commentée, documentée. Et c'est là que le parallèle avec Brad Pitt devient troublant. Les deux hommes vivent, chacun à sa manière, une dépossession. L'un voit son intimité disséquée, l'autre voit sa réputation mise en balance comme une marchandise. Et surtout,
Tous deux comprennent la même chose. Il n'y a pas de silence neutre. Se taire devient une décision. Parler devient un risque. Mais alors, pourtant, ce soir-là, ce sont les mots qui reviennent quand on reconstitue ce type de période, parce que l'impression dominante est celle d'un glissement. Un monde où l'on n'est plus jugé sur ce que l'on fait, mais sur ce que l'on représente, où chaque geste est interprété comme un signe de camp. Et si, dans cette zone de turbulence, Brad Pitt a gardé pour lui un respect jamais formulé pour Johnny Depp, ce n'est peut-être pas un compliment artistique, c'est peut-être autre chose, la reconnaissance d'une endurance, la compréhension intime de ce que coûte le fait d'être, soudain, le sujet plutôt que l'acteur. Reste une question, désormais impossible à éviter. Quand les fissures deviennent publiques, est-ce qu'on se sépare des autres ou est-ce qu'on se sépare de soi-même? La crise, ce n'est pas toujours un scandale. Parfois, c'est une phrase qui tombe et tout le reste devient irréversible. Pour Brad Pitt, cette phrase, elle arrive en septembre 2016. Angelina Jolie dépose une demande de divorce. Et dans la formulation publique, il y a déjà ce ton qui glace. Ce serait une décision prise pour la santé de la famille, selon la déclaration transmise par l'avocat de Jolie. On comprend immédiatement que ce n'est pas une séparation comme les autres. Pas une rupture people. Une rupture qui porte en elle quelque chose de plus grave, la protection, la peur, la limite franchie. Mais alors, que fait une star quand sa vie intime devient une affaire dont le monde exige les détails? Brad Pitt, à ce moment-là, ne se lance pas dans une reconquête médiatique. Il s'efface. Il s'enferme dans un silence qui n'a pas la douceur du calme, mais la rigidité de l'urgence. Parce que la crise ne se joue pas seulement dans les communiqués, elle se joue aussi dans ce que chacun comprend entre les lignes. Dans les mois et les années qui suivent, la séparation se transforme en un long couloir juridique. Le dossier s'alourdit, l'opinion commente, les sources proches parlent à la place des principaux concernés. Et surtout, l'épisode évoqué autour d'un vol privé en 2016 devient, pour l'imaginaire collectif, un point de fixation. Des médias américains rappellent que des investigations ont été menées puis closes sans charge. Ce détail, froid et administratif, n'efface pas la violence symbolique de la période. Quand des institutions entrent dans le récit, ce n'est plus un couple, c'est un drame familial exposé. Et là, la fissure devient rupture. Parce qu'un homme peut survivre à une mauvaise critique, à un film raté, à une décennie de rumeurs. Mais quand il s'agit des enfants, de la garde, de ce que chacun raconte à l'autre dans l'intimité, le monde extérieur n'a plus rien à faire là. Sauf qu'il est déjà entré. Ce qui frappe dans ce genre de crise, c'est l'impossibilité de bien parler. Si Brad se défend trop, on l'accuse de communication. S'il se tait, on interprète son silence. S'il reconnaît une fragilité, on la retourne contre lui. Le silence devient une prison, mais la parole est un piège. Chez Johnny Depp, la rupture prend une forme encore plus brutale. La crise n'attaque pas seulement la vie privée, elle attaque le nom. Et un nom, à Hollywood, c'est une monnaie. Il y a d'abord le choc britannique, en novembre 2020. Depp perd son action en diffamation contre un tabloïd après un jugement qui estime que l'allégation examinée est substantiellement vraie selon le standard civil. À partir de ce moment, il ne s'agit plus de savoir si l'acteur est talentueux, ou fascinant, ou rentable. Il s'agit de savoir si l'industrie peut encore prononcer son nom sans trembler. Mais alors, que devient un acteur quand le cinéma s'arrête et que c'est la justice qui écrit le scénario? En 2022, la crise atteint son paroxysme. Le procès en Virginie, suivi au jour le jour, du 11 avril au 1er juin, transforme une dispute intime en feuilleton planétaire. Verdict, montant, appel contre appel, l'affaire finit par se clore par un accord en décembre 2022 avec l'abandon des procédures d'appel. Et même la crise pour Depp, ce n'est pas seulement l'épreuve d'un tribunal, c'est l'expérience d'être observé comme un symbole d'époque. Certains y voient une victoire, d'autres un symptôme, d'autres encore une guerre culturelle. Dans tous les cas, il n'est plus un homme qui joue, il devient un sujet sur lequel chacun projette sa morale. Et c'est ici que les deux récits se touchent sans se confondre. Brad Pitt vit une crise de famille qui exige la retenue, la réparation, l'effacement. Johnny Depp vit une crise d'identité publique où chaque mot devient une arme, chaque silence une preuve, chaque détail une interprétation. Deux formes de rupture, deux manières d'être dépossédé. Mais pourtant, ce qui est commun, c'est la même sensation. Être enfermé dans une histoire que l'on ne contrôle plus. Et au milieu de ce chaos, une question revient,
presque intime, presque honteuse. Qui, dans ce monde-là, est encore capable de voir l'homme, pas le dossier? C'est peut-être ici que le respect jamais dit de Brad Pitt pour Johnny Depp prend sa vraie couleur. Non pas le respect du camarade de cinéma, mais le respect douloureux de celui qui reconnaît une épreuve que personne ne souhaite vivre. Le respect de celui qui comprend qu'il existe une zone où l'on n'est plus protégé par la célébrité, mais exposé par elle. Et quand, après une crise, il n'y a pas de générique. Il y a le lendemain. Et le lendemain, pour une célébrité, n'a rien de reposant. Il est rempli de regards qui veulent une conclusion nette, alors que la réalité, elle, ne se remet jamais nettement. Pour Brad Pitt, l'après-tempête ressemble d'abord à une discipline. Pas une rédemption spectaculaire, une routine, un travail discret. Il raconte ce moment où il était à genoux, et surtout cette disponibilité brutale, être prêt à essayer n'importe quoi pour se relever. Il parle d'Alcoolics Anonymous non comme d'un décor moral, mais comme d'un lieu d'hommes qui se disent les choses sans mise en scène. Sur le podcast Armchair Expert, il décrit l'AA comme une expérience devenue paradoxalement un rendez-vous attendu parce que dans une vie où tout est contrôlé, on a parfois besoin d'un endroit où l'on peut être juste en faute, juste fragile. Il y a cette phrase très crue qui dit tout de l'état intérieur. I needed rebooting. En français, on pourrait traduire sans élégance « il avait besoin d'être redémarré ». Comme si l'homme, sous la star, ne répondait plus. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne raconte pas cela comme un récit héroïque. Il le raconte comme une nécessité. Mais alors, comment vit-on quand le monde continue de parler, même quand on a décidé de se taire? Pitt choisit la retenue, mais pas l'oubli. Il ne nie pas l'existence de ces angles morts. Il reconnaît un point de bascule avec l'alcool, cette idée que ça devenait un problème. Dans une prise de parole reprise par plusieurs médias, il dit « I was boozing too much. It's just become a problem ». L'important ici n'est pas la confession, c'est l'après, la reconstruction lente, l'acceptation que l'on ne reprend pas sa vie comme on reprend un rôle. Et puis il y a la famille, le sujet le plus délicat, le plus explosif. L'après-tempête pour lui, c'est aussi une longue période où tout ce qui devrait rester privé, les arrangements, les douleurs, les relations, se retrouve aspiré par la machine médiatique. Quand, en 2025, il revient sur cette période post-séparation, il insiste moins sur qui a eu raison que sur l'état dans lequel il était, cassé, ouvert, prêt à prendre responsabilité. C'est une forme de survie, ne pas jouer la perfection, parce que la perfection est une autre prison. Pour Johnny Depp, l'après-tempête a une autre texture. C'est le retour à l'espace public, mais avec un nom qui a été brûlé, discuté, instrumentalisé. Après le procès en Virginie, avril-juin 2022, et le règlement de décembre 2022 incluant un paiement d'1 million de dollars pour clore le litige, la question n'est plus seulement qu'a décidé un jury, mais qui vous laisse encore entrer dans le cinéma? Et là, il se passe quelque chose d'intéressant. Depp revient par l'Europe, presque comme un détour stratégique. Jeanne du Barry, film de Maïwenn, l'installe dans un cadre inattendu, un rôle en français, en costume, loin des réflexes hollywoodiens. Le film ouvre Cannes 2023 et l'événement est présenté comme un comeback sur la croisette, avec cette réception très émotionnelle rapportée par la presse. Mais alors, que signifie revenir quand on a été réduit à un dossier? Cela signifie reprendre la main autrement. Et, chez Depp, l'après-tempête passe aussi par la mise en scène. Il retourne derrière la caméra. Maudit, 3 Days on the Wing of Madness marque son retour à la réalisation, avec une première visibilité forte dans les circuits festivaliers en 2024. Dans des entretiens autour du film, il parle d'avancer, de se replacer dans le travail, de retrouver une zone où l'on n'est pas jugé sur des titres de presse, mais sur une vision. Ce qui lie ces deux après, finalement, c'est la même logique. Revenir au réel. Pour Pitt, le réel a le visage d'un cercle de paroles, d'une sobriété tenue au jour le jour. Pour Depp, le réel a le visage d'un plateau européen, d'un film qui tente de refaire exister l'acteur par autre chose que le scandale. Mais pourtant, l'après-tempête ne guérit pas, il transforme. Il laisse des cicatrices visibles et d'autres qu'on ne montre jamais. Et c'est ici que le « respect jamais dit » devient plus clair. Brad Pitt ne respecte peut-être pas seulement un talent, il respecte une endurance. Cette capacité à continuer quand la foule a déjà choisi son verdict moral, quand la nuance n'intéresse plus personne, quand l'homme n'a plus qu'un outil, tenir
et continuer à travailler. Parce qu'après la tempête, le vrai courage n'est pas de parler fort, c'est de parler juste, ou de se taire, mais en restant debout. Il y a des hommes qui ne font pas des déclarations. Ils laissent les autres parler, ils laissent la rumeur courir. Et puis un jour, ils prononcent une seule phrase. Et cette phrase change la température. Brad Pitt, depuis des années, a appris une chose. La parole publique ne répare rien. Elle expose, elle simplifie, elle transforme une douleur en slogan. Alors il s'est longtemps tenu à distance. Même quand la tempête autour de lui devenait une chronique permanente. Même quand le nom de Johnny Depp, lui aussi, se retrouvait réduit à des gros titres, des camps, des verdicts, des threads. Et puis il y a cette période où Pitt accepte enfin de parler de lui non pas pour se justifier, mais pour nommer un mécanisme. Sur Armchair Expert, il raconte l'après 2016, son arrivée à Alcoholics Anonymous, ce moment où il n'est plus Brad Pitt, mais un homme qui ne sait plus comment tenir. Et il lâche des mots d'une brutalité presque gênante. Il dit qu'il avait besoin de se réveiller, wake the fuck up. Il dit aussi, dans un autre récit repris par la presse, qu'il avait besoin d'être rebooted, redémarré. Silence. Ce n'est pas un aveu spectaculaire, c'est une description clinique de l'effondrement. Et dans cette description, il y a un détail que beaucoup n'entendent pas. Pitt ne parle pas de scandale, il parle de honte, de dépendance, de désespoir et de la seule chose qui reste quand on a perdu l'illusion de contrôle, la lucidité. Mais alors, où est Johnny Depp dans cette histoire? Il n'est pas dans les souvenirs racontés comme un ami intime, il est ailleurs, dans la compréhension. Dans cette zone où l'on sait ce que cela fait d'être un visage que le monde se dispute. Depp a vécu une crise devenue mondiale, un procès en Virginie du 11 avril au 1er juin 2022, suivi jusque dans les moindres détails, comme si la justice avait été transformée en spectacle. Et après le verdict, une clôture par accord en décembre 2022 avec un paiement de 1 million de dollars pour mettre fin au conflit. Et c'est là précisément que Brad Pitt brise le silence, pas sur un fait, pas sur un camp, sur quelque chose de plus rare, un respect. Il ne dit pas « je soutiens », il ne dit pas « je condamne », il ne dit pas « je sais la vérité ». Il dit, dans l'esprit, quelque chose comme « ce que je n'ai jamais dit, c'est que je le respecte ». Pause. Parce que le respect ici n'a rien d'un trophée moral. Ce respect-là, il ne vient pas d'une enquête, ni d'un dossier, ni d'une prise de position. Il vient d'une reconnaissance d'homme à homme. La reconnaissance de ce que coûte le fait de rester debout quand tout le monde vous transforme en symbole. Et Brad Pitt, quand il parle de sa propre reconstruction, donne la clé. Il décrit ces réunions où des hommes partagent leurs erreurs, leurs faux pas, leurs envies de fuir. Il insiste sur l'honnêteté, la vulnérabilité. Il explique qu'il était cassé et prêt à tout essayer pour aller mieux. Dans ce langage-là, on n'admire pas les gens parce qu'ils sont parfaits. On les respecte parce qu'ils affrontent ce qu'ils ont à affronter. Alors sa révélation ressemble moins à une déclaration sur Depp qu'à un miroir tendu au public. On croit connaître quelqu'un parce qu'on a vu son visage 1000 fois. On croit comprendre une histoire parce qu'on a suivi un procès. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est la fatigue, le corps, les nuits, la peur de ne plus être un père, un ami, un acteur. Et là, il se passe quelque chose de presque dérangeant. Le respect devient une accusation contre notre époque. Parce qu'il suggère qu'on a peut-être oublié une chose simple, la nuance. Qu'on a remplacé la complexité humaine par une mécanique de verdict permanent. Ce que Pitt semble dire, au fond, c'est « je ne me permets pas de réduire un homme à ce que les autres décident d'en faire ». Il ne blanchit rien, il n'excuse rien, il ne se fait pas juge, il pose une limite, celle du regard, celle de l'humanité minimale. Et dans une époque où chaque célébrité est sommée d'être soit un héros, soit un monstre, ce choix-là, le respect devient un geste presque subversif. Dernière pause. Parce que, si Brad Pitt parle maintenant, ce n'est peut-être pas pour Johnny Depp seulement. C'est pour ce qu'ils représentent tous les deux. Une génération qui a été adorée, puis disséquée, puis jugée, et qui découvre tard qu'il n'y a qu'une seule manière de sortir du piège. Dire vrai, dire peu, mais dire juste. Et alors, une question s'impose, avant de refermer l'histoire. Que reste-t-il d'un homme quand on lui a tout pris, l'image, la réputation, la paix, et qu'il ne lui reste qu'un mot prononcé à voix basse par un autre? On attend souvent des stars qu'elles concluent, qu'elles tranchent, qu'elles livrent une morale, comme si la célébrité devait produire à la fin une vérité simple, emballée, consommable. Mais la vie,
même chez les plus célèbres, ne se conclut pas. Brad Pitt a prononcé ou laisse entendre un mot qui, dans ce monde, a un poids particulier. Respect. Pas une prise de parti, pas un plaidoyer. Un respect qui ressemble davantage à une limite posée au milieu du vacarme. Une manière de dire « Je me souviens que, derrière le dossier, il y a un homme ». Et cette phrase, dans le bruit contemporain, fait l'effet d'un ralentissement. Parce qu'au fond, ce qu'il révèle n'est pas seulement un regard sur Johnny Depp, c'est une fatigue, celle des années où l'on apprend à vivre dans une narration fabriquée par d'autres, celle des années où l'on comprend que le public ne vous connaît pas, il vous interprète. Il vous lit comme un roman dont il veut l'intrigue, la tension, le rebondissement. Et si l'histoire ne correspond pas, il insiste, il réécrit. Johnny Depp, lui, a connu cette réécriture jusqu'à la violence, le cinéma mêlé à la justice, l'intime mêlé à l'opinion, l'homme transformé en symbole. Brad Pitt, d'une autre manière, a vécu l'invasion du même mécanisme, la famille découpée en fragments, l'épreuve transformée en feuilleton, le silence interprété comme une stratégie. Il y a quelque chose de presque cruel dans la façon dont les récits de stars sont consommés. On exige d'eux l'intimité, mais on leur refuse la complexité. Et pourtant, c'est exactement là que se situe l'épilogue, dans ce refus de la simplification. Le respect dont il est question n'efface pas les débats, ne dissout pas les désaccords, ne répare pas les blessures. Il ne prétend pas savoir, il ne prétend pas excuser. Il dit autre chose, de plus humble et de plus rare. Je reconnais en toi une endurance que je comprends. Une endurance qui ne se photographie pas, qui ne se résume pas, qui souvent se paie au prix du corps, de la solitude, de la honte. Car ce que l'on ne voit jamais, c'est l'arrière-salle. Le moment où l'on rentre chez soi et où il n'y a plus de public. Le moment où l'on n'est plus un nom, mais un homme qui doit se regarder en face. Dans l'ombre, il y a la même question, pour tous. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Et qu'est-ce que ma vie a fait de moi ? Brad Pitt, en parlant de sobriété, de reconstruction, a laissé entrer le public dans cette arrière-salle, mais seulement par une porte étroite. Pas pour être applaudi, pour être exact. Johnny Depp, en revenant au travail, en réapparaissant dans des projets plus distants de Hollywood, a tenté la même chose. Reprendre une forme de maîtrise, retrouver un espace où l'identité n'est plus une affaire d'opinion, mais de création. Et c'est peut-être cela, la dernière scène. Non pas un triomphe, non pas une réhabilitation, non pas une chute. Une lente réappropriation de soi. Le public aime les fins nettes, les grandes réconciliations, les aveux. Mais les destins réels ne sont pas écrits comme ça. Ils avancent par couches. Un jour on s'effondre, un jour on tient, un jour on accepte, un jour on recule, puis on recommence. Et parfois, au détour d'une phrase tardive, on dit enfin ce qu'on avait gardé pour soi. Pas parce qu'on a soudain du courage, mais parce qu'on n'a plus l'énergie de mentir. Dans ce silence brisé, il y a aussi une invitation adressée à nous, spectateurs. Accepter que les êtres humains ne soient pas des verdicts ambulants. Accepter que l'on peut regarder sans dévorer, écouter sans posséder, et surtout, apprendre à distinguer le récit que l'on consomme de la vie que l'on ne connaîtra jamais. Le respect, finalement, n'est peut-être pas un hommage à Johnny Depp. C'est un rappel. Il existe une frontière. Une frontière entre ce que l'on croit savoir et ce que l'on ne saura jamais. Une frontière entre l'image et l'homme. Et quand la dernière phrase tombe, elle n'est pas spectaculaire. Elle est presque immobile. Comme une photo qui ne bouge plus, mais qui continue de parler. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.